La salle de bal scintillait sous les lustres 1000 petites lumières dansant sur les flûtes à champagne et les assiettes bordées d'or. Mon père François Dubois trônait au centre, un homme qui, après 40 ans à la tête des industries du bois, posait enfin le lourd manteau du leadership. J'étais assise à une table en coin, souriant poliment, une coupe de champagne intacte à la main. Raphaël Masseur incarnait l'assurance parcourant la salle dans une robe bleu nuit, son rire précis et calculé. Le maître de cérémonie tapota le micro. Maintenant quelques mots de la chère fille de François-Raphaël Dubois. Applaudissements. Flash des appareils photo. Raphaël monta sur scène, sourire éclatant, posture impeccable. Elle évoqua des souvenirs d'enfance près de l'entreprise de voir grand, de bâtir un héritage durable. Les invités hochèrent la tête, riaient. Puis elle changea de ton. « Et bien sûr, dit-elle, inclinant la tête vers moi avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Clémentine a toujours eu ses passions singulières. Tout le monde n'est pas fait pour les conseils d'administration. Certains brillent dans des élans plus créatifs. » La salle gloussa. Je sentis l'air se resserrer comme un coup de poignard au cœur. La voix de Raphaël était légère et espiègle, mais la pique était acérée. Elle raillait le fonds de bourse que j'avais créé en mémoire de maman, celui où j'avais investi mes économies de 50 000 €, mes soirées et tout mon cœur. Papa rit. Un son creux maladroit. Je saisis le regard furtif qu'il lança à Raphaël. Était-ce de l'inconfort, de la peur? Avant de pouvoir y réfléchir, mes yeux croisèrent ceux de Monsieur Lefebvre à l'autre bout de la salle, l'associé le plus ancien de papa. Son sourire s'était éteint. Ses yeux fixaient Raphaël avec une froideur qui n'avait rien d'amusé. Je me redressai sur ma chaise. Raphaël poursuivit se peignant comme l'héritière naturelle, la fille dévouée qui avait veillé sur l'héritage familial. Ses mots coulaient, comme du miel, mais j'entendais le poison en dessous. Tandis que les applaudissements reprenaient pas mes mains, restaient croisés sur mes genoux. Mon visage ne trahissait rien. Il y a des années, j'aurais rougi d'humiliation. Ce soir, je regardais. Car quelque chose en moi avait bougé. Quelque chose que je croyais éteint. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi Raphaël risquerait-elle de montrer les crocs en public ce soir, entre tous? Et pourquoi le sourire de papa semblait-il un bouclier, non une célébration? Il fut un temps où je croyais que l'ascension de Raphaël était naturelle. Qu'elle travaillait plus dur, qu'elle se souciait davantage, qu'elle restait près de papa tandis que je m'éloignais vers d'autres rêves. Quand je suis partie pour l'université à Paris poursuivant un double diplôme en gestion et beaux-arts, Raphaël était restée. Elle assistait aux réunions du conseil comme stagiaire. Elle suivait papa lors des assemblées d'actionnaires. Je trouvais ça touchant, admirable même. Je n'ai pas vu les fissures se former. Lors des dîners de Noël, elle plaisantait sur Clémentine et son esprit artistique pendant qu'elle tenait le fort. Je riais avec elle sans me rendre compte qu'on m'effaçait du tableau de l'histoire familiale. Quand papa parlait de leadership futur, je n'étais pas inquiète. Il nous encourageait toutes les deux. Il disait qu'il y avait de la place pour différents éclats. Je lui faisais confiance. Mais ce que j'ignorais, ce que j'ai découvert bien plus tard, c'est que son soutien venait avec des règles tacites, des attentes implicites. Soit pratique, soit présente. Suis le plan. Raphaël comprenait ces règles. Elle les jouait comme une symphonie. Moi, je ne savais même pas que la musique jouait. Des années plus tard, autour d'un café avec un vieil ami de la famille, j'ai entendu l'histoire que je n'étais pas censée connaître. Papa avait un jour proposé mon nom pour un programme de formation exécutive, une voie accélérée pour futur PDG. Raphaël l'avait appris. Elle avait, par mégarde, glissé au conseiller de papa que je pouvais être peu fiable, que je me laissais distraire, que j'étais passionnée mais pas faite pour la pression des affaires. Ce n'était pas méchant, prétendait-elle. Elle me protégeait d'un chemin qui aurait brisé mon âme. Papa, sous la pression du conseil et ses propres doutes, a retiré mon nom discrètement, sans discussion, sans confrontation. Quand j'ai obtenu mon diplôme, l'entreprise se façonnait déjà autour de Raphaël. Il n'y avait jamais eu d'effacement formel, pas de dispute, pas de trahison publique, juste une taille lente et silencieuse des possibles. Je pensais avoir choisi une autre vie, mais la vérité était plus cruelle. La porte se fermait derrière moi depuis des années, et je n'avais même pas entendu le verrou. Tout a commencé par une enveloppe, sans adresse d'expéditeur, sans mots.
Juste mon nom griffonné sur le devant dans une écriture inconnue. À l'intérieur, un échange d'emails imprimés, agrafés ensemble. Objet planification de la succession gestion des risques. Mon estomac s'est noué. L'échange était entre Henri Pelletier, le conseiller juridique de papa, et Raphaël. Des discussions sur la manière de protéger la marque contre une potentielle instabilité. Sur le fait que certains membres de la famille manquaient de la vision à long terme nécessaire pour un leadership durable. Ils n'ont jamais mentionné mon nom. Ce n'était pas nécessaire. Une phrase de Raphaël m'a transpercée comme une écharde. Les initiatives de Clémentine, bien que sincères, traduisent une volatilité émotionnelle qui pourrait compromettre le positionnement futur des industries du bois. Volatilité. Un mot qui s'insinuait dans les salles de conseil comme du poison dans le vin. Je suis restée là longtemps, les papiers tremblant légèrement dans mes mains. Depuis combien de temps Raphaël tissait-elle ce récit? Papa avait-il vu ses emails? Était-il d'accord? Ou l'avait-elle nourri de ses doutes? Conversation après conversation, jusqu'à ce qu'il oublie pourquoi il avait cru en moi. J'avais besoin de réponses. J'ai commencé à creuser en silence. J'ai récupéré d'anciens rapports du conseil. Posé des questions anodines à ceux qui se souvenaient de l'époque où maman était en vie quand l'entreprise avait une autre âme. Puis Margot Joly-Magui m'a trouvée. Maggie qui avait été l'assistante de Raphaël durant ces années cruciales. Maggie qui autrefois idolâtrait Raphaël et qui me regardait désormais comme pour se racheter. Nous nous sommes retrouvés dans un petit bistrot à Villefranche-sur-Saône. Elle remuait son café sans le boire. « J'ai trop longtemps gardé le silence », dit-elle. Je pensais que c'était juste les affaires. De l'ambition. Je n'avais pas vu jusqu'où elle irait. Elle m'a glissé une seconde pochette mémo interne note personnelle, petite chose, mais accablante, une fois assemblée. Raphaël n'avait pas seulement sapé mes opportunités. Elle avait activement orienté ma réputation dans l'entreprise vers l'insignifiance. Et quelqu'un, peut-être Maggie, peut-être quelqu'un de plus haut voulait que je le voie maintenant. Mais pourquoi? Pourquoi maintenant, après toutes ces années? Et que voulait-il que je fasse de la vérité? Il aurait été plus simple de croire que Raphaël était juste avide. Plus facile de la voir comme une méchante complotant dans l'ombre. Mais la vérité, une fois que j'ai commencé à en assembler les morceaux, était bien plus complexe. Raphaël avait toujours vécu avec une ombre sur ses épaules, la mienne. Enfant, elle travaillait 2 fois plus pour moitié moins d'éloges. Peu importaient les trophées qu'elle rapportait, c'était toujours mon exposition d'art, ma médaille de débat, mon essai de bourse que papa encadrait dans son bureau. Je ne l'avais pas vue alors. Je n'avais pas remarqué comment ses sourires se crispaient parfois au coin. Comment elle serrait ses bulletins un peu plus fort, attendant une reconnaissance qui ne venait jamais tout à fait. Et quand maman était morte, quelque chose en Raphaël s'est endurci. Papa, perdu dans son chagrin, s'est appuyé sur l'enfant qui restait là fiable. Peut-être a-t-elle commencé à croire que la seule façon de gagner sa place était de protéger l'héritage de papa à tout prix. Peut-être pensait-elle que m'écarter n'était pas de la cruauté mais de la survie. J'ai aussi appris que Damien, son mari, la pressait discrètement mais sans relâche. Il avait des ambitions bien au-delà de ce que Raphaël pouvait offrir seul. Il avait besoin qu'elle soit l'héritière incontestée sous peine de perdre statut, pouvoir, richesse. Raphaël ne luttait pas seulement contre de vieilles insécurités. Elle luttait contre le temps, contre des attentes qu'elle avait autrefois réclamées et qu'elle ne maîtrisait plus. Je voulais la haïr. Une partie de moi le faisait. Mais une autre, celle que maman avait élevée, comprenait quelque chose de plus froid. Raphaël avait passé sa vie à chercher une validation qui ne viendrait jamais en prenant le chemin facile. Et à un moment, elle s'était convaincue que m'effacer était la seule façon d'être enfin assez. La question qui me tenait éveillée la nuit était simple. Si Raphaël pensait se sauver elle-même, qu'étais-je prête à faire pour sauver ce qu'il restait de moi? On ne combat pas une machine en jetant des pierres. On la démonte pièce par pièce en silence pendant qu'elle ronronne sans se douter de rien. C'est ainsi que je l'ai abordée. Le lendemain du jour où Maggie m'a glissé cette seconde pochette sur la table du bistrot, j'ai conduit 3 heures pour rendre visite à Monsieur Lefebvre, l'homme dont le regard désapprobateur lors de la soirée restait gravé dans ma mémoire. Nous nous sommes assis dans son bureau entourés de livres poussiéreux et de portraits de ceux qui avaient façonné les industries du bois bien avant que Raphaël ou moi ne soyons nés. J'ai toujours pensé que vous aviez plus de trempe qu'on ne vous en créditait,
dit Lefebvre, sirotant son cognac. Et maintenant, il esquissa un sourire fin. Maintenant, je suis prêt à parier. Lefebvre détenait encore un bloc d'action avec droit de vote modeste seul mais puissant combiné à quelques autres alliés oubliés. D'anciens cadres que Raphaël avait mis à l'écart. Des actionnaires discrets qui désapprouvaient la direction qu'elle donnait à l'entreprise. Petit à petit, j'ai commencé à les rassembler. Pas avec de grandes promesses. Juste des conversations calmes. Une vision pour une entreprise ancrée dans l'héritage mais aussi dans la croissance, l'innovation, le sens. Ce n'était pas facile. Au début, certains reculaient, craignant l'influence de Raphaël, la portée de son mari. Quelques accords ont failli s'effondrer quand des pressions anonymes ont touché certains membres du conseil offre de rachat à 200 000 € menaces voilées sur des opportunités perdues. Un instant, j'ai cru arriver trop tard. Que les racines de Raphaël étaient trop profondes. C'est alors que Théo Renaud s'est avancé. Théo, l'ancien directeur financier de papa écarté il y a 2 ans sous prétexte d'une retraite anticipée. Il avait une rancune, certes. Mais il avait mieux un accès. Grâce à Théo, j'ai obtenu des informations internes cruciales assez pour bloquer les futures fusions de Raphaël et naviguer dans les votes par procuration. Mais m'allier à Théo n'était pas sans risque. Il était rusé. Il voulait des garanties. Sa loyauté, je l'ai vite compris, ne durerait que tant qu'elle servait ses intérêts. Pourtant, les pièces s'emboîtaient. Silencieusement, implacablement, inévitablement. Il ne restait qu'un dernier mouvement, un mouvement qui assurerait tout ou m'exposerait totalement. Et au bord de cette décision, je me suis interrogée. Combien de secrets étaient enfouis sous les parquets lustrés des industries du bois, et quand les murs finiraient par se fissurer, qui d'autre s'effondrerait? La nuit de la gala officielle d'adieu de papa. Raphaël glissait dans le grand salon comme si elle en était déjà la maîtresse. Peut-être dans son esprit l'était-elle. Son discours était un chef-d'œuvre en surface. Elle parlait de tradition, de sacrifice, de bâtir pour l'avenir. Elle se dépeignait comme la suite naturelle de tout ce que papa avait commencé. Les gens applaudissaient au bon moment, souriaient sur commande. Mais sous les applaudissements polis, il y avait des fissures dans sa scène. Raphaël commit une erreur petite, presque négligeable. Elle mentionna une initiative caritative qu'elle avait aidé à lancer des années auparavant. Sauf que cette initiative avait été portée par papa lui-même, un fait bien connu de presque tous dans la salle. Quelques têtes s'inclinèrent, quelques murmures s'élevèrent. L'expression de papa ne changea pas immédiatement, mais je l'ai vue. Un léger froncement de sourcils, un subtil raidissement de la mâchoire. Il n'y croyait plus tout à fait. Et puis juste avant la cérémonie d'inauguration de la nouvelle aile de bureau, autre chose se produisit. L'écran du projecteur derrière la scène vacilla, affichant brièvement un ancien plan d'entreprise. Et en bas en police, Claire et Grace Clémentine Dubois, responsable du projet. Un bug, murmura quelqu'un. Une erreur technique. Raphaël en rit, balayant l'air comme pour chasser une mouche inoffensive. La foule rit incertaine. Mais le moment resta suspendu, gênant, lourd, irrésolu. Je restai en retrait, mains croisées, cœur stable. Raphaël ne s'en rendait pas encore compte, mais sa scène se fissurait. Et le projecteur qu'elle agrippait si fort allait bientôt changer de cible. Les ciseaux brillaient sous les lumières de la scène posée sur un coussin de velours. Raphaël les souleva rayonnantes, face à la foule prête à couper le ruban cérémonial tendu devant l'entrée de la nouvelle aile de bureau. C'est alors que le président du conseil, M. Vallier, s'éclaircit la gorge au micro. « Mesdames et messieurs, dit-il d'une voix ferme, presque désinvolte. Avant de procéder une petite mise à jour concernant les reconnaissances de leadership. » Raphaël se figea à mi-pas, les ciseaux tremblant légèrement dans sa main. Je m'avançai depuis le fond de la salle, sans hâte, sans théâtralité. Juste un mouvement silencieux inéluctable comme le retour de la marée. La foule s'agita. Des têtes se tournèrent. Les appareils photo crépitèrent. Un murmure parcourut les invités, pas bruyant mais distinct. Monsieur Vallier tendit une main vers moi. « Clémentine Dubois », annonça-t-il. « Présidente exécutive par intérim des industries du bois effective immédiatement par vote du Conseil. »
Raphaël cligna des yeux rapidement, la confusion traversant son visage avant qu'elle ne la masque d'un rire fragile. « Bien sûr, dit-elle, la voix aiguë et tendue. Nous sommes une entreprise familiale, c'est une célébration familiale. » Elle tenta d'en faire une plaisanterie, un geste chaleureux m'invitant à partager le ruban. Mais avant que je puisse répondre, une autre voix trancha l'attention. Monsieur Lefebvre, vieux incisif, posé, s'avança depuis la foule. « Ce n'est pas une courtoisie familiale, Raphaël, dit-il calmement. Ce sont les affaires. » La main de Raphaël se crispa sur les ciseaux. L'espace d'un battement, j'ai cru qu'elle pourrait se défendre. Mais les caméras tournaient. Les invités observaient. Et ainsi lentement, raidement, Raphaël reposa les ciseaux sur le coussin de velours. Je m'avançai, la dépassant sans un mot. Le ruban frémissant légèrement dans l'air climatisé attendait les bonnes mains pour être tranché. Et pour la première fois ce soir-là, Raphaël n'avait plus de texte derrière lequel se cacher. Monsieur Vallier ajusta le micro, sa voix claire face au silence abasourdi. « À partir d'aujourd'hui, dit-il, les industries du bois entameront une transition structurelle pour s'aligner avec une durabilité à long terme et une gestion éthique. » Pas d'accusation, pas d'humiliation publique, juste ce qu'il fallait pour que ceux qui savaient entendre le poids de ces mots. Papa bougea sur son siège, ses mains jointes fermement. Son regard vacillait entre Raphaël et moi, une émotion brute traversant ses yeux. Pas de confusion cette fois, de la culpabilité. Raphaël s'avança, forçant un sourire fragile. « Je suis sûre, commença-t-elle, la voix trop forte dans le silence, que tout changement honorera la vision de papa, notre héritage familial. » Mais la salle ne se réchauffa pas à elle. Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, près des portes latérales, Monsieur Lefebvre parla de nouveau plus doucement, presque gentiment. « Parfois, dit-il, l'héritage ne consiste pas à préserver ce qui était. Il s'agit de protéger ce qui pourrait être. » Quelques têtes opinèrent, quelques visages loyaux à papa depuis des décennies se tournèrent vers moi plutôt que vers Raphaël. Les mains de Raphaël tremblaient donc, mais légèrement à ses côtés. Je ne me réjouis pas. Je ne parlais pas. Ce n'était pas nécessaire. Chaque mot que Raphaël aurait pu lancer, chaque accusation qu'elle aurait pu porter, n'aurait fait que teinter contre le silence qui l'encerclait déjà. Sa chute n'était pas été dramatique. Elle était plus silencieuse. Un retrait lent comme une mer qui se retire d'une rive qui ne lui appartient plus. Et là debout, le ruban attendant toujours, les caméras toujours braquées. Je me suis rendu compte que la bataille n'était pas de remporter les projecteurs. Il s'agissait de survivre à l'orage. Les ciseaux étaient froids et solides dans ma main. Je m'avançais ressentant le poids du moment non pas alourdi par la colère, mais ancré dans quelque chose de plus calme. Certitude. Le ruban frémissait doucement dans le courant d'air des ventilos, son éclat rouge captant la lumière. Sans un mot, je le tranchai. Un geste net final. La foule éclata en applaudissements polis, de ceux réservés au moment dont chacun sait qu'il compte, plus qu'on n'ose le dire. Raphaël se tenait à quelques pas figé sur place. Elle ne partit pas en furie. Elle n'accusa pas à voix haute. Elle s'effaça simplement comme une photographie laissée trop longtemps au soleil. Quand les invités commencèrent à se diriger vers la nouvelle aile, papa s'approcha de moi. Un instant, nous nous sommes regardés, deux vies liées par le sang, le deuil et mille échecs silencieux. Puis, il tendit la main. Quand je la pris, son autre main enveloppa la mienne, un geste discret prolongé. Sans chercher le pardon, sans offrir d'explication. Juste, une reconnaissance. Nous n'avons pas parlé. Nous n'en avions pas besoin. Plus tard, en parcourant les couloirs lumineux du nouveau bâtiment, je me suis arrêtée devant le bureau exécutif. Une petite plaque en laiton attira mon regard poli discrète. Fonds de bourse Marguerite Dubois, fondé en l'honneur de la persévérance, de la vision et du cœur. Je souris. L'avenir pour lequel je m'étais battue n'était pas construit sur la vengeance. Il n'était pas bâti pour effacer le passé. Il était là pour porter plus loin les morceaux qui comptaient, ceux qu'aucune trahison ne pouvait enlever. Parfois, gagner ne ressemble pas à des feux d'artifice. Parfois, c'est franchir une porte qu'on a tenté de fermer derrière soi et la laisser ouverte pour qu'un autre puisse suivre.